What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, yes, need the no to win, again the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce 59e épisode de Divergence sur Divergence Politique. Xavier Moreau, Olivier Rouault, bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien le bonjour, tout va bien. Eh bien, on est heureux de t'accueillir Olivier, on va te présenter juste après. C'est ta première sur Divergence. Alors, 59e épisode, et c'est important que l'on fasse quand même un disclaimer, pour prendre un anglicisme, un message d'information. En français, on dirait Divergence. En fait, c'est un talk, c'est-à-dire que l'on discute, on se coupe, on peut rigoler, on peut ne pas être du même avis. En tout cas, ce n'est pas un entretien au sens traditionnel, un interview, comme disent encore une fois les Anglais. Donc, eh bien, c'est un format un petit peu particulier. Donc, je peux comprendre et nous pouvons comprendre que peut-être ça perturbe parfois notre audience. Eh bien, écoutez, si ça vous plaît, ce format, restez avec nous. Si ça vous plaît moins, eh bien, écoutez, retrouvez Xavier sur Stratpol, rejoignez les différentes autres chaînes qui font des interviews plus traditionnelles. Il n'y a pas de souci. En tout cas, si vous êtes ici, c'est que ça vous plaît. Eh bien, restez avec nous. On va parler aujourd'hui. On va parler de deux sujets. On va parler du dossier de sécurité, de stratégie de sécurité américaine qui a été présenté semaine dernière par la Maison-Blanche. Est-ce que la Maison-Blanche est en train, et est-ce que Donald Trump est en train de quitter l'OTAN, de quitter ou de s'éloigner de l'Union européenne, de l'Europe? Et puis, dans un deuxième sujet, bien entendu, on parlera de l'Ukraine. On reviendra sur la prise de parole de Solovyov qui a été extrêmement trash. Xavier, ton ami, a pas mâché ses mots sur notre président français. On se posera la question. Est-ce qu'il a raison ou pas sur le fond? Xavier, avant de finir par Olivier, donc qui arrive dans cette première émission, Xavier, eh bien, cette semaine, il t'est arrivé quand même quelque chose d'assez grave. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? En fait, oui, hier, un de mes amis m'appelle et me dit Xavier, je suis vraiment désolé. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, n'hésite pas à me demander. Alors, je lui dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais t'as pas vu, t'es sanctionné. Et donc, avec le colonel Jacques Beau, que je pense que nos auditeurs connaissent. Et donc, j'ai tapé mon nom et Jacques Beau sur barre de recherche. Et je suis tombé finalement sur un article de Radio Free Europe, donc qui porte mal son nom, qui est à l'origine une émanation du ministère des Affaires étrangères américain, de secrétaire d'État. Et dans lequel, effectivement, alors entre deux tankers fantômes, il était précisé que j'étais sanctionné. Donc pour l'instant j'en suis là. J'ai pris quelques renseignements. Il est possible que ce soit de l'intox. Donc cela dit, c'est pas la première fois que ça. Quand j'étais observateur du référendum dans le Donbass en septembre 2022, Nathalie Loiseau, qui m'aime beaucoup, avait appelé à des sanctions contre les observateurs. Et je sais que le colonel Corvez, qui faisait partie de l'équipe, avait été appelé même par quelqu'un de l'Union européenne. Puis ça n'avait abouti à rien. Lui-même avait cherché en disant que, en principe, on est citoyen français, donc on porte pas en fait, dans une démocratie normale, on peut pas mettre de sanctions contre ses propres citoyens. Si jamais ils respectent pas la loi, ils sont punis. Mais normalement, s'ils la respectent, on ne peut pas. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Pour moi, c'est quand même un peu la consécration de tout un travail. Donc j'en suis plutôt fier. Et voilà. Donc, pour moi, c'est pas si gênant que ça. Mais si c'est vrai pour Jacques Beau, qui est un colonel suisse, parce que sanction, ça veut dire quoi? Ils vont couper ils vont exiger de YouTube. Enfin, YouTube, c'est déjà fait. Ils vont exiger de X, ils vont exiger de Facebook maintenant, puisqu'on avait réussi à revenir. Ils vont exiger différents supports de nous fermer. Ils vont fermer les comptes en banque. Mais bon, moi, ma vie, elle est en Russie.
Mais pour Jacques Beau, si jamais il peut plus utiliser les banques occidentales, ça va être compliqué. Non, ça veut dire Donc là, aussi que tu n'as plus le droit de revenir sur le territoire européen. C'est quand même. Et ça me paraît quand même, assez étrange. Donc, pour l'instant, j'en sais pas plus. Je suis pas plus inquiet que ça. Je pense que quoi qu'il arrive, même si c'est une intox, c'est pour faire peur. Et je mets ça dans l'ambiance globale d'une classe dirigeante qui est en train de perdre la guerre qu'elle a lancée contre la Russie et qui donc essaie de faire peur. Ils ont arrêté les gens d'SOS Donbass, je pense pour des faux motifs. Je n'ai pas le détail, mais j'attends de voir. Et puis ils essayent de menacer les gens qui sont présents dans les médias alternatifs. Donc voilà. En soi, c'est plutôt un bon signe. C'est parce que ça me fait de la pub en fait. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment en panique. Voilà, exactement. Olivier Roux, alors toi, tu n'es pas encore dans l'œil du cyclone. Tu es, Olivier, pour te présenter, quand même pour les gens qui te découvrent ce matin parmi nous, tu es le président, on pourrait dire ça, de l'Institut Anne de Russie, notamment. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, alors je suis d'abord en activité professionnelle. Je suis un consultant international qui travaille essentiellement en Afrique. J'ai un bureau à Rabat et je travaille dans toute l'Afrique noire, essentiellement francophone. Je suis principalement un expert en ferroviaire, mais pas seulement. Et puis, effectivement, en 2017, j'ai créé l'Institut Anne de Russie, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on a dû changer de nom. On a eu les associations ont aussi des vies comme les êtres humains, avec des hauts et des bas. Et donc, on a été victime d'un escroc. Enfin, peu importe, on a changé de nom. Et on s'appelle plus heureusement, d'ailleurs, Institut Anne de Russie. Pour nos auditeurs, je rappelle qu'Anne de Russie était une reine de France, et précédemment une princesse de Kiev, à l'époque de la Russe, avec un apostrophe. Et donc, Anne de Kiev, Anna Yaroslavna, avait épousé Henri Ier, roi de France. À sa mort, elle est devenue reine de France. Et donc, tous les Capétiens d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui même portent du sang russe grâce à elle. C'était d'ailleurs une sainte femme. Et elle a laissé une sainte, d'ailleurs, à l'Église catholique, puisqu'on était juste avant le schisme. Et donc, voilà, donc nous nous appelons Anne de Russie en référence à elle. Et l'Institut Anne de Russie est une association d'amitié franco-russe qui, en théorie, ne devait s'occuper que de l'amitié franco-russe, de la relation entre les peuples, et qui en pratique peut pas s'empêcher de taper sur Macron, de taper sur les Américains à longueur de journée. Voilà. Bon, voilà. Comme nous, quoi, finalement. Comment on rejoint l'Institut Anne de Russie? Il y a un site internet, comment on vient vers vous? Il n'y avait pas de site internet, il y en aura un prochainement. C'était un choix du début qui finalement était une erreur. Nous aurons donc prochainement un site internet. Et puis, il suffit de googliser, on nous retrouve facilement. Pour l'instant, nous ne courrons pas après les adhérents parce qu'on a, sur la lettre Anne de Russie, qui sort 4 fois par an, nous avons quelque chose comme 2000 ou 2500 abonnés, dont la très grande majorité en russe, et donc ils ne payent pas. Et qu'ils payent ou pas, c'est pas grave, puisque ça fait 4 ans que nous n'arrivons pas à obtenir un compte en banque. On est interdit de compte en banque. Donc, pour l'instant, nous ne courons pas après les adhésions et nous faisons le bien que nous pouvons faire et puis on avisera au fur et à mesure. C'est déjà beaucoup de boulot. Et puis pour l'ouverture du compte bancaire, effectivement, il ne faudra pas compter sur Xavier Moreau, visiblement. Allez, messieurs, on va lancer cette émission après ces présentations et ces informations. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement ce document qui est de 35 pages qui est sorti par la Maison-Blanche vendredi dernier, donc il y a de ça une semaine, puisqu'on tourne aujourd'hui vendredi, ce document de sécurité, de ligne d'orientation stratégique de sécurité pour les États-Unis d'Amérique. On y retrouve plein d'éléments. On y retrouve, Xavier, déjà que la Russie n'est pas effectivement l'ennemi qu'on pourrait imaginer des États-Unis. On y retrouve aussi des mots assez acerbes sur l'Europe. Et la volonté pour Donald Trump de détacher les États-Unis peut-être du commandement unique de l'OTAN, ou en tout cas peut-être même de faire financer tout simplement les Européens, l'OTAN. Qu'est-ce qu'il dit ce document et qu'est-ce qu'il nous apprend, Xavier? De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est une rupture vis-à-vis de la doctrine, ce qu'on appelait la doctrine Wolfowitz, une doctrine qui a été publiée. Alors, elle n'a pas été publiée, mais on sait qu'elle existe. Donc, Wolfowitz était le secrétaire adjoint du département d'État, donc c'est-à-dire ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, et
au début des années 90, 94, il a publié une doctrine, il a émis une doctrine dans laquelle, donc il prenait acte que les États-Unis avaient gagné la guerre froide, que c'était la seule hyperpuissance et qu'elle devait le rester. Et que, quoi qu'il arrive, la Russie, même dans son état actuel, restait une menace. Et ça a dominé, que ce soit sous Clinton, que ce soit sur George Bush Jr., que ce soit sous Obama, et bien sûr sous Biden, ça a dominé, on va dire, la pensée stratégique américaine. Et donc, ce document-là marque une rupture. C'est-à-dire que ni la Chine ni la Russie ne sont considérés comme des ennemis, des ennemis en fait, des adversaires stratégiques, puisque ce qui était le cas dans le document de l'administration précédente, Biden. Donc ça, c'est une rupture. En revanche, je dirais, sur le très court terme, c'est une continuation, c'est-à-dire c'est la continuation du discours de Munich de février de cette année par J.D. Vance, en ce qui concerne l'Europe, où il dit qu'en fait l'ennemi de l'Europe, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est l'Europe elle-même en fait, qui fait rentrer des migrants, qui est en train de perdre sa civilisation, etc., etc. Donc voilà, de manière générale, et donc ça continue. Donc c'est une continuation, et également dans les déclarations que Trump a fait depuis qu'il est arrivé. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant. Après, on peut revenir après dans le détail, c'est de l'isolationnisme assez classique, c'est le retour de la doctrine Monroe qui est citée, hein, la doctrine Trump-Monroe dans le document. C'est un retrait partiel du Moyen-Orient, on considère que c'est plus stratégique. C'est la désignation de la Chine, non pas comme un ennemi, mais comme un compétiteur, on peut dire, du point de vue des affaires. Et en ce qui concerne l'Europe, les États-Unis, ça c'est quand même un peu drôle, se donnent la mission de réconcilier l'Europe avec la Russie. Donc, c'est étant donné que pendant ces 30 dernières années, c'est eux qui ont voulu construire un rideau de fer au sein de l'Europe, puisque la Russie fait partie de l'Europe, c'est quand même assez cocasse. Et là-dessus, j'ai quelques doutes, parce qu'en fait, Trump est un nationaliste, donc il n'a aucun intérêt à ce que l'Europe se rapproche de la Russie et redevienne un bloc puissant, puisque c'est l'Europe intégrant la Russie, ça fait de l'Europe un concurrent sérieux et un potentiel géopolitique significatif. Allez, Olivier, petite question. Est-ce que l'Europe, finalement, ne s'est pas trop reposée ces dernières décennies sur les États-Unis en imaginant qu'il y ait une alliance immuable et permanente? Est-ce que c'est pas une grande claque pour les Européens aujourd'hui, ce National Security Strategy de ce document? Eh bien, en fait, c'est très compliqué. Je ne crois pas du tout personnellement à la nouvelle amitié des Américains. Je pense que leur but est vraiment de détruire les Européens et la France notamment. Je ne sais pas trop ce que c'est que l'Europe, ça m'intéresse qu'à moitié, mais la France, c'est certain. On pourrait rappeler par exemple le rapport que publie régulièrement l'OTAN pour 10 années de prospective. Et donc en 2020, ils ont publié un rapport, le rapport 2030, dans lequel il est expliqué en toutes lettres, noir sur blanc, qu'il s'agit, quoi qu'il arrive, avant 2030, de démanteler la Russie, par exemple. Ou bien on pourrait citer le fameux, je vais le dire en anglais, Nation of Russia Forum, le forum des nations de Russie, qui est une organisation américaine chargée de démanteler la Russie par l'intérieur, en suscitant des mouvements pseudo-nationalistes à l'intérieur de la Russie. Ça existe depuis 20 ans, c'est extrêmement aguerri aujourd'hui et en pleine activité. Et je n'ai pas entendu dire que Trump leur avait demandé d'arrêter le combat, ni à eux, ni à l'OTAN. Donc, premièrement, je ne crois pas à l'amitié des Américains. Ce sont nos pires ennemis. De Gaulle l'a dit, Mitterrand l'a dit. Ce ne sont pas ni l'un ni l'autre des grands maîtres, personnellement, pour ma pensée doctrinale, mais ils l'ont quand même vraiment dit. Et je le dis aussi, moi, dans mon coin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est important, ça revient à la question juste posée à l'instant, c'est vrai que c'est une claque, parce que les Européens sont terriblement atlantistes. D'ailleurs, ils ont été formés, la plupart sont au moins Young Leaders, et au plus un tas de choses bizarres. Et dans ce cadre-là, ils ont bu le lait dès leur naissance politique, ils ont bu le lait des Américains et sont formés à aimer, à écouter, à obéir, à travailler avec les États-Unis. Donc aujourd'hui, d'entendre un Trump qui est populiste, qui est nationaliste, leur dire qu'ils se comportent mal, et ils sont perturbés. En réalité, les atlantistes étaient très
pro-Biden est très wokiste. Donc aujourd'hui, il y a un changement de rythme. Aujourd'hui, être à Trump-liste, est-ce que c'est être pro-américain ou est-ce que c'est être pro-Biden? Ça pose de gros problèmes de repositionnement à la plupart des leaders américains. Voilà, pour répondre premièrement et rapidement à cette question. Alors justement, c'est très intéressant, Xavier, ce que dit Olivier. Il y a un document, effectivement, qui aborde certains points, qui sort exactement en même temps que des attaques extrêmement précises. Alors, on l'a vu, les attaques de Musk sur l'Union européenne, où il demande des démantèlement de l'Union européenne. Alors, si quelqu'un pouvait l'écouter en haut et nous apporter de l'aide pour ça, ça nous ferait du bien. Mais bon, et en même temps, les attaques de J.D. Vance, qui a été extrêmement dur sur ce que devenait l'Europe. Est-ce que véritablement on n'est pas dans ce moment en fait d'ambiguïté où les États-Unis veulent reprendre le contrôle sur l'Union européenne, mais en la démantelant, c'est-à-dire en nous ramenant à une Europe, je dirais pas une Europe des nations, mais à des nations tout simplement. Moi, je pense que Trump aimerait bien démanteler l'Union européenne, non pas pour nous faire plaisir, mais parce que en fait, la gauche américaine a migré depuis qu'il est arrivé au pouvoir, comme elle a migré en 2016, et elle s'est réfugiée à Bruxelles. Et d'ailleurs, il faut voir ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans l'objectif de guerre, enfin, il n'y a pas vraiment d'objectif de guerre, mais dans l'objectif de faire durer la guerre par que ce soit Starmer, Macron, Merz ou le Polonais Donald Tusk, eh bien, l'échéance qui est donnée, c'est 3 ans. Les Ukrainiens doivent tenir 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'on espère que dans 3 ans, un démocrate reviendra et que ce sera de nouveau l'impérialisme américain tel qu'on le connaît traditionnellement et qui financera. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, ne se passera pas. Je pense que d'ailleurs, même si Kamala Harris avait été élue, elle aurait dû prendre acte de la défaite militaire et donc ce serait peut-être passé moins durement pour Zelensky, mais le résultat au final aurait été le même. Mais en tout cas, c'est ce qu'il croit. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que les républicains, les MAGA, les paléoconservateurs américains aimeraient bien se débarrasser définitivement du gauchisme qui à chaque fois se réfugie en Europe. Donc pour nous, qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas, c'est pas trop le problème. De toute manière, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Pour nous, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire que si ça affaiblit la gauche internationaliste, voilà, les organisations qui ont été citées par Olivier, on va voir ce que ça va donner du point de vue des financements. Parce que, enfin, on a eu cet exemple de Samantha Power, donc, qui a dirigé l'UCED, qui a été piégée par les 2 comiques Lexus et Bovan, qui sont fait passer pour je sais pas qui. Mais elle expliquait que depuis que Trump est arrivé, par exemple, jusqu'à l'arrivée de Trump, les démocrates américains, enfin l'administration américaine, livraient 1,5 milliard en cash à Kiev. Et parmi l'argent qui a été retrouvé chez Minich, d'ailleurs, on voit, c'est marqué, c'est pas déballé, c'est marqué Atlanta, Kansas City, sur les paquets de pognon. Donc je pense que quoi qu'il arrive pour nous, c'est une bonne chose parce que malgré tout, en tout cas, pour encore pendant 3 ans, les fonds vont être coupés. Et il y a plus d'argent. D'ailleurs, Radio Free Europe, je ne sais pas encore qui les finance, mais ils bénéficient également des largesses de l'administration américaine. Donc quoi qu'il arrive, je vois ça d'un œil plutôt favorable. Je pense que les Soros doivent être pas loin pour les financer. Ne t'inquiète pas trop pour eux, malheureusement. Mais quand tu regardes précisément, Soros, il finançait pas grand-chose en fait. Soros, c'est un organisateur. Et finalement, systématiquement, c'était pas Nicolas, c'était John qui payait le contribuable américain parce que finalement, Soros montrait où il fallait orienter la fortune des États-Unis pour manipuler les opinions internationales. Olivier, alors sur cette question du document dont nous parlons depuis tout à l'heure, est-ce que c'est un désengagement des États-Unis d'OTAN ou simplement un changement de créancier? L'un n'empêche pas l'autre, en fait, paradoxalement. Je pense que c'est réellement un désengagement. Trump en a un peu marre des Européens, il en a un peu marre de Macron, et même des Anglais, il en a marre. Et donc je crois que c'est un désengagement. Il ne faut pas oublier que Trump est confronté à des problèmes financiers colossaux et qu'il cherche à réduire les voilures. En revanche, je pense que c'est aussi une stratégie qui permettra encore mieux d'assujettir l'Europe, d'intervenir comme sauveur, comme soutien, comme financier le mieux qu'il pourra, comme agitateur bien sûr. Et le but reste quand même d'assujettir l'Europe. Il ne faut pas oublier à la fin
même si je fais un peu de la poétique-fiction, mais ça me permet de mieux m'expliquer. Imaginons, rêvons 2 minutes que l'Europe, une Europe politique, et la Russie soient totalement associées, ne fassent une seule et unique Europe. Nous serions alors les plus peuplés, les plus riches, les plus chrétiens, il ne faut pas l'oublier, et nous dominerions le monde sans même faire une seule guerre, sans tirer une seule balle, naturellement. Et ça, pour les Américains, c'est inacceptable, et depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, en détruisant l'Europe, on empêche que l'Europe, de fait, si elle n'existe plus, soit alliée à la Russie. Notre association à son petit niveau, qui ne pourra jamais apporter qu'une petite pierre à la future passerelle entre la France et la Russie, ne se bat que pour ça. C'est pour que nous soyons, nous au moins, les Français, dans le train que la locomotive russe va tirer. Et nous y croyons, et il n'y a pas d'autre solution. Ce que Trump ne veut pas du tout. Xavier, dernière question pour finir ce sujet. On parle dans ce document de multipolarité. Finalement, on parle aussi des prêts, des chasses gardées des empires. Finalement, on considère dans ce document que les États-Unis, c'est l'Amérique, que la Russie, bon, bah, ok, c'est vrai, elle a une zone d'influence stratégique, que la Chine, c'est l'Asie, que l'Inde, etc. Bon, on considère dans ce document que finalement, il y a une multipolarité, je dirais, contrôle du monde. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que c'est un rapprochement de la Russie avec ces grands empires que sont la Russie? Est-ce que c'est un rapprochement, pardon, des États-Unis avec ces grands empires que sont la Russie et la Chine? Oui, il y a plusieurs choses en fait. Déjà, dans le document, ce qui est dénoncé, comment dirais-je, les organisations supranationales. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de souligner. En revanche, on va vers un système de sphère d'influence. Et pour les États-Unis, leur sphère d'influence, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la doctrine Monroe, c'est l'Amérique du Sud. Et donc, simultanément à ça, d'ailleurs, on a les opérations de piraterie américaines au large des côtes du Venezuela. Donc, ça aussi, bon, c'est triste pour l'Amérique du Sud. Cela dit, l'Amérique du Sud, c'est plus que c'était. Maintenant, il y a quand même des puissances beaucoup plus sérieuses comme le Brésil, donc qui ont des alliés très puissants comme la Russie ou la Chine. Donc, ce sera quand même plus compliqué. Mais effectivement, Trump reconnaît en quelque sorte des zones d'influence sur les grandes puissances. Et de ce qu'on voit de ce document, c'est qu'effectivement, c'est plutôt ça qui l'intéresse. En fait, il a du mépris pour les nations européennes, qui d'ailleurs sont dissoutes à l'intérieur de l'Union européenne, qui est une organisation supranationale, exactement sur le modèle de ce qu'il n'aime pas. Donc, encore une fois, ça aussi, pour nous, c'est plutôt intéressant. S'il s'occupait davantage de l'Amérique du Sud et qu'il nous laisse tranquilles, je serais pas contre. Après, je plains beaucoup notamment les Vénézuéliens, les Cubains, qui vont avoir affaire à ce géant-là. Allez, c'est la fin de ce sujet. Vous le voyez, on va faire une petite transition avant le deuxième thème. Vous le voyez au-dessus de moi. Si vous aimez cette émission, eh bien faites un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les notifications de tous les programmes. On avait cette semaine Claude Janvier, on avait Caroline Galacteros, on avait Nicolas Mirkovic, voilà. Donc comme d'habitude, et puis on retrouvera Thierry Mariani à partir de la rentrée. C'est la fin d'année au Parlement européen. Donc écoutez, malheureusement, beaucoup de travail pour Thierry, donc il nous retrouvera à partir de la rentrée. Et il sera dans la peau d'ailleurs d'un candidat à la mairie de Paris. Voilà. Vous voyez, il y a un petit QR code. Eh bien, cliquez sur le QR code. Vous pouvez nous soutenir en nous faisant un don. C'est ce qui nous permet de continuer à avancer, à investir notamment dans du meilleur matériel, que ce soit micro, caméra, etc. Donc, voilà. Si vous avez envie de nous aider, si vous avez envie de nous soutenir, activez avec votre appareil photo, avec la caméra de votre téléphone, activez le QR code et puis vous arrivez directement dans la capacité de nous faire un don qui sera peut-être pas anodin parce que on va parler tout de suite de l'Ukraine et on va envoyer directement un son de Soloviev. Xavier, donc là, je pense qu'on va se faire sauter immédiatement la monétisation et puis je pense qu'on va avoir quelques notifications sur cette vidéo. Je voudrais qu'on parle de ce son et que vous me dites ce que vous pensez sur la
Ты не можешь простить нам то, что мы тебя вышвырнули из Африки. Также ты не можешь простить своему народу, что твой народ тебя презирает, и мужика твоего, притворяющегося бабой. И презирает настолько, что даже смешно говорить о популярности Макрона. Ты презираешь французов, ты у них украл будущее. Главный вопрос. Даже если у нас есть коррупционеры, что мы знаем, идут дела, регулярно сажают. Они воруют наши деньги, и мы их обезжириваем, возвращаем деньги в бюджет. Макрон, козлы своровали деньги европейских, американских налогоплательщиков, и ты являешься одним из получателей этих денег. Если нет, подай на меня в суд. Давайте проведем расследование, выясним, а какой поток денег шел обратно европейским политикам, сколько стоило их невозможность увидеть правду. И напомню, никакого отношения к разоблачению коррупции европейцы не имеют. Это было проведено НАБУ, который впрямую курируется ФБР и подчиняется офицеру ФБР. А Европа как раз пыталась это замолчать. Поэтому не пытайтесь отмазаться, вы понимаете, и пойдете путем Нетаньяху, который, не признавая вины, на всякий случай попросил у президента Израиля помилования. Я ни в чем не виноват, лучше помилуйте меня сразу. Кому побежишь ты, ничтожество? Или пойдешь сидеть, как многие премьер-министры вороватой страны до тебя? Жалкие наследники Петена. Нацистская сволочь, поддерживающая бандеровских гадов, предавшая великую Россию, которая столько раз прощала ничтожество французских политиков из уважения к великому французскому народу. Вы недостойны французского народа. Вы не имеете к нему никакого отношения. Вон отсюда, мелюзга. Voilà, tout est dit. La différence entre finalement le peuple français et ses élites, Xavier, il y a quelque chose qui est important. Ouais, ça, je pense qu'à ton passage, je pense que c'est grâce à moi, puisque quand moi je participe assez régulièrement à l'émission, et à chaque fois je dis bien, il faut faire la différence entre la classe dirigeante et le peuple français, notamment quand je l'avais interviewé. Pour GPTV, ça avait été, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit. Donc voilà, je suis assez content qu'il mette d'un côté, ce qu'on voit d'ailleurs en Russie en général, c'est-à-dire que par exemple dans la rue, les gens sont très gentils avec les Français quand ils en entendent parler français. J'ai encore eu le cas au restaurant il y a pas vendredi dernier. Tout de suite, il y a des personnes qui sont tournées. Vous êtes Français, qu'est-ce que vous faites là? C'est super sympa, là. Donc voilà, ça c'est une première chose que je voulais dire. Aussi, on peut parler du fond. Il parle de la corruption en Ukraine, qui a été critiquée sur tous les plateaux TV, où on dit oui, mais ceci dit, en Russie c'est pire. Alors déjà, il faudrait voir si c'est véritablement pire. J'aimerais bien qu'on ait des sources officielles et non pas du ragotage. Mais ceci étant, on s'en moque, même si c'était le cas, ce n'est pas notre argent. Notre argent, il part où? Il part en Ukraine. Et il a raison de dire. Ce qu'il dit, Soloviev, finalement, c'est finalement ce que pensent tout haut tous les Français, non, messieurs? Juste sur ce qu'il dit en Russie, c'est pire. En fait, ceux qui disent ça se fondent sur Transparence Internationale. Et donc, j'invite tout le monde à aller sur le site de Transparence Internationale et de cliquer sur les sponsors. Et vous verrez que ce sont des États européens, c'est des fonds occidentaux. Donc en fait, Transparency International n'est pas du tout un observateur objectif. Et d'ailleurs, s'il l'était, il reconnaîtrait que quasiment toutes les semaines, en Russie, il y a des gens qui se font choper, qui partent en prison, qui sont condamnés, des anciens membres du ministère de la Défense, surtout depuis que Belousov est arrivé, des gouverneurs adjoints. Il y a encore un député qui est parti, qui a été interné, inculpé la semaine dernière. Donc c'est faux. En Russie, il y a une lutte contre la corruption, qui d'ailleurs ne date pas de l'opération militaire spéciale. L'opération militaire spéciale l'a fait accélérer. Et je pense que si les règles étaient aussi dures en France qu'en Russie, on en aurait aussi pas mal qui partiraient en prison. Mais, comme je l'écris dans mon bouquin, la gauche française et la corruption, ils s'en sortent toujours. Richard Ferrand, qui était dans un abus de biens sociaux, je crois, non seulement s'en est sorti, mais a fini à la tête du Conseil constitutionnel. Et puis Emmanuel Macron ne sait toujours pas où sont passés les millions qu'il avait gagnés chez Rothschild. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, on nous a expliqué qu'il avait fait un mauvais investissement.
dans quoi qui nous le disent, parce que je pense pas que ça recommence, quoi. Donc, et puis il y a l'affaire Alstom qui a provoqué des suicides assistés. Donc en fait, il y a toute une on n'a absolument aucune leçon à donner à la Russie. Et puis quant à la corruption à Kiev, enfin tout le monde le savait. Le scandale de 2021, ce qui, je pense d'ailleurs, a poussé Vladimir Zelensky à lancer cette opération qui était prévue en mars d'épuration ethnique du Donbass. Pour qu'on parle d'autre chose, c'était sa présence dans les Pandora Papers de ses amis, c'est toujours également de ses amis, dans des affaires immobilières en Angleterre. Donc, que Zelensky a corrompu, je veux dire, c'est connu de tout le monde. Simplement, on nous en a fait un héros. Et donc aujourd'hui, alors en Europe, on ne sait plus quoi faire. Et puis, il est clair que le Naboo, qui avait été créé à l'origine pour protéger la corruption des démocrates en Ukraine, hein, notamment le fils Biden, aujourd'hui, comme c'est contrôlé directement par les États-Unis, et là-dessus, Solovyov a raison, c'est contrôlé, c'est même pas le FBI, c'est la CIA. Eh bien, ils ont les moyens d'envoyer Zelensky en prison. D'ailleurs, a priori, je regardais sur un canal d'information, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais comme visiblement Zelensky a du mal à être convaincu par Trump, là, il y a les premières copies de passeport de Zelensky aux Bahamas, en Israël, qui ont été récupérées dans la perquisition chez Yermak. Et des traces de virements de sommes colossales. Donc, je l'ai dit sur Xavier, je l'ai dit sur cette émission, Zelensky a acheté une villa à un coût extrêmement prohibitif dans une ville qui s'appelle Naples, en Floride, qui est la ville des milliardaires américains et des millionnaires et des milliardaires américains. Il l'a acheté pendant le conflit. Donc, il y a quand même des questions véritablement sur ce qui se passe. Je rebondis du coup sur Olivier. Olivier, est-ce que ce qui nous est mis dans tous les médias maintenant, c'est cette histoire de corruption, effectivement, c'est pire chez les Russes que chez les Ukrainiens, et le succès, entre guillemets, des fameux drones ukrainiens. Voilà, les Ukrainiens sont résilients. Regardez, ils ont envoyé des drones. Ils attaquent des tankers, les pauvres, qui n'ont aucun moyen de défense, mais c'est valorisé sur SCI. Comme sur tous les plateaux télé d'ailleurs. Est-ce que c'est pas une façon de détourner l'attention de la réalité, c'est-à-dire celle du terrain, celle du recul de l'armée ukrainienne, celle de l'avancée de l'armée russe? Si, bien sûr. Est-ce que je voudrais t'autoriser à répondre, à intervenir préalablement Ah, mais tu es autorisé à ce que tu veux. On est sur Divergence. Sur les choses intéressantes que disait à l'instant Xavier. Premièrement, il ne faut pas oublier que la corruption est extrêmement européenne. Et que non seulement, mais elle est liée même à la corruption ukrainienne. Et aujourd'hui, on commence vaguement à en parler, pardon, et on commence à se rendre compte. Il ne faut pas oublier que Ursula von der Leyen a été propulsée à ce poste par Angela Merkel et Macron, alors qu'elle sortait d'un procès en Allemagne, alors qu'elle était ministre de la Défense, pour des affaires de corruption. Et c'est un peu sa patte de fabrique. Et aujourd'hui, on sait que la corruption ukrainienne et la corruption de l'UE s'entretiennent mutuellement très bien. Et je crois que des révélations vont tomber dans pas longtemps, propulsées sans doute par nos amis américains. Par rapport aussi, il y avait une question intéressante au tout début sur la forme et le fond de l'intervention de notre ami Soloviev. Bon, c'est sa patte, il est toujours un peu dans l'excès, dans la provocation, c'est sa marque de fabrique, mais il ne dit rien de faux, même si tout apparaît légèrement outrancier, tout est vrai. Et je peux sortir facilement du cadre européen, puisque je travaille en Afrique. Je dois vous dire qu'en Afrique, des personnes d'une certaine qualité dans la société, ministres, secrétaires d'État, directeurs de compagnies ferroviaires, me disent des choses du genre, bon, c'est pas trop dur d'être français. Oui, oui, c'est dur, hein. Et oui, votre président, il fait vraiment ci. Et les magouilles sont vraiment comme ça. C'est un peu lourd à porter. Et ce discours que vient de porter avec un peu d'agressivité et beaucoup d'humour Soloviev, moi, je l'entends partout au Maroc, où j'ai un bureau, et dans tous les pays d'Afrique que je visite à longueur d'année, où on me le dit toujours. Et effectivement, comme l'a rappelé Xavier, c'est vrai que maintenant, les gens font clairement la différence entre ce qu'on appelle la Macronie et le peuple français. Ce que Maurras déjà disait, appelait le pays réel et le pays légal. Et le pays réel commence à attirer la sympathie ou la pitié même parfois. Et nos amis russes, mes amis russes en tout cas, emploient même maintenant ces expressions et parlent du vrai pays français à opposer à la Macronie. Voilà, donc je voulais intervenir sur ce point-là. En ce qui concerne les événements en Ukraine, bon, je voudrais rappeler aussi à propos de corruption que l'Ukraine, ça fait quand même
70 ou 80 ans que c'est un pays connu pour sa corruption, connu pour ses trafics, avant même que les Français ne sachent où était l'Ukraine, parce qu'on en parle vraiment en France que depuis 2014, avant même cette époque-là, Interpol connaissait très bien l'emplacement de l'Ukraine, c'était le lieu de toutes les criminalités, de tous les trafics d'argent, de drogue, d'œuvres d'art, d'humains et de corruption. Donc ça n'a pas tellement changé, ça s'est plutôt aggravé. Et en ce qui concerne les événements polémologiques que vous venez de citer, ben, ma foi, oui, bien sûr, c'est des soubresauts de la bête avant son agonie, quoi, ou au moment de son agonie, soutenus par l'Europe et par les Américains. L'Ukraine continue à pouvoir bombarder par-ci par-là, ou à faire semblant, ou à essayer, ou à tenter sa chance. Peut-être même que Zelensky croit que ça lui sauvera la vie ou que ça lui sauve la donne de pouvoir continuer à tirer un peu par-ci par-là. De fait, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'augmenter de façon dramatique, épouvantable, inhumaine le nombre de morts en Ukraine, civils et militaires. On oublie que les civils sont beaucoup tués en Ukraine, par les Ukrainiens d'ailleurs, et puis russes naturellement. Et ce que fait Zelensky, c'est juste inhumain, ça sert plus à rien. C'est de l'orgueil, mais c'est un orgueil qui est très soigneusement entretenu, notamment par notre ami Macron. Il le voit plusieurs fois par jour et il lui dit régulièrement: vas-y, t'inquiète pas, vas-y, courage, fonce, et passe devant. Et donc, c'est un peu bidon, effectivement, ces derniers soubresauts sont des soubresauts d'inhumanité et d'orgueil. Je crois qu'ils se sont d'ailleurs vus hier à Londres, si je dis pas de bêtises, Oui. Xavier. Je crois pas avec Zelensky, je crois pas. Mais je crois que Zelensky était à Londres hier avec Starmer et Macron. Ce que je voudrais dire, c'est que l'Ukraine n'a pas les moyens de frapper sur les tankers. C'est le MI6, c'est Londres qui le fait. Il n'y a pas de système de renseignement. D'ailleurs, le dernier tanker qui a été touché en mer Noire, il y avait un avion espion britannique qui survolait, parce qu'il faut comme leur repérer le tanker sur la mer Noire. Et évidemment que les Ukrainiens n'ont pas les moyens de déployer un avion pour le repérer. Donc, je pense que c'est les sponsors de Zelensky, en fait, sont aux abois et donc vont utiliser tous les moyens, dont le terrorisme, je dirais même principalement le terrorisme. Surtout, ça, oui. je l'avais analysé dès le début, parce que déjà, pour le régime kievien, qui est bandériste, c'est structurel, c'est culturel, le terrorisme. Il faut bien se rendre compte que les héros du régime de Kiev actuel, ce sont 3 terroristes: Melnik, Shushkevich et Bandera. C'est un des rares pays où il n'y a pas un grand général qui force l'admiration. Il n'y a pas de général de Gaulle, il n'y a pas de maréchal de Turenne en Ukraine. Bon, déjà, parce que ça fait réellement que 30 ans que ça existe, mais donc il faut quand même des siècles pour générer des héros de ce type-là. Voilà, donc en fait, je pense que c'est à ça que sert l'Ukraine, en fait. C'est une base terroriste et je pense que ça va rester. C'est ce que voudrait obtenir. C'est quoi le but aujourd'hui? C'est la solution coréenne, c'est-à-dire pas de traité de paix, un cessez-le-feu qui va durer des dizaines d'années, qui permettra de maintenir les sanctions, donc ce rideau de fer artificiel entre la Russie et le reste de l'Europe, et qui affaiblira l'Europe, puisque ça l'empêchera de s'allier avec la Grande Russie. Donc voilà, aujourd'hui Zelensky, il fait ce que lui disent Macron, Starmer et Merz. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a un contre-pouvoir, effectivement, que tu nommes à Trump, puisqu'on voit que Donald Trump essaye vivement de faire céder Zelensky. Il y a un contre-pouvoir, et ce contre-pouvoir, il est européen. Est-ce que, Olivier, l'Europe est capable de prendre sur son dos la charge qui était celle de Biden sur les premières années de conflit? On a vraiment l'impression quand même qu'on est au bout du bout, au bout de l'essoufflement, notamment sur les dons. Les Ukrainiens se sont plaints cette semaine d'ailleurs, alors c'est quand même assez culotté. Ils se sont plaints d'avoir reçu que uniquement 32 trillions, non, comment on appelle ça, milliards, pardon, 32 milliards de donations, alors qu'ils en attendaient beaucoup plus, les pauvres. Oui, ben, la réponse est déjà un petit peu formulée dans la question, Alexis, puisque en réalité, on n'a plus les moyens. Encore une fois, je préfère me centrer sur la France plutôt que sur l'Allemagne ou l'Italie ou l'Angleterre, mais en réalité, nous avons un point commun tous, c'est une paupérisation aggravée et terrible
dont la presse française ne parle pas du tout, le moins possible. Et non seulement on parle de temps en temps de la situation des hôpitaux, mais on ne dit pas à quel point c'est dramatique, on ne dit pas à quel point n'importe quel Français dans n'importe quelle ville de France doit attendre parfois 12 à 24 heures aux urgences, parce qu'il n'y a plus de médecins, parce qu'il n'y a plus de lits, etc. On ne parle pas du nombre de personnes grandissantes qui dorment dans la rue, y compris des fonctionnaires qui ont un travail. Enfin, bon, ce pays, et comme la plupart des pays européens, est devenu d'une pauvreté inouïe. Et effectivement, Trump a raison, on donne beaucoup d'argent à des étrangers qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, qui ne savent pas s'intégrer, à qui on ne dit pas de s'intégrer, qui nous détestent dès qu'ils arrivent. Et on peut pas s'en sortir. Et à ce titre-là, on ne pourra pas soutenir l'Ukraine indéfiniment. De toute façon, les peuples ne le voudront pas. Aujourd'hui, les peuples ont été bien manipulés très longuement. On a vu dans les pharmacies dès 2020 apparaître, ou dès 2022, des petites tirelires avec aider l'Ukraine, tout ça. Maintenant, c'est fini. Les gens disent, il y en a marre, qu'est-ce que c'est que tous ces milliards? Et moi, ma grand-mère, elle n'a pas de retraite, etc. C'est du concret. Et alors, je pense que les gens sont déformés, les hommes sont émasculés, pour pas dire les choses de façon un peu polie, mais en réalité, il y a une limite. Et cette limite, on l'atteindra. D'ailleurs, c'est quand, en général, la France se relève quand elle est au fond du trou. Et moi, j'attends ça, je l'espère. Alors, en tant que catholique, on me dit souvent, non, Olivier, c'est pas bien, faut pas faire la révolution, tout ça. Non, moi, j'y crois pas, j'attends qu'elle arrive. J'attends qu'on touche le fond, j'attends qu'on prenne une grande baffe, qu'on se réveille et que chacun dans son coin agisse comme si l'État n'existait pas. Et je pense que c'est ce qui va arriver de toute façon. Je ne crois pas possible que l'Europe continue à aider l'Ukraine comme ça à fond perdu. J'ajoute un point, si ça continue encore aujourd'hui à se faire, c'est quand même très clairement en raison de l'ambition pathologique d'Emmanuel Macron, qui se voit comme le César de l'Europe nouvelle, d'une nouvelle Europe tyrannique, dont il sera vraiment, véritablement un vrai chef, et il ne tend ses efforts que dans cette direction. Quand il est capable de donner de l'argent aux populations des Grands Lacs en Afrique, c'est juste pour dire, regardez, je suis partout, je suis l'homme de toutes les visions du monde, et c'est bien moi qui vais diriger l'Europe pour en faire la suprématie mondiale. En réalité, c'est impossible, ça n'arrivera pas, et il mourra avant certainement, et donc, dans ces conditions, nous n'aiderons pas l'Ukraine, c'est bidon. Et la Russie dominera le monde. Et nous, les Français en tout cas, et les Européens au sens large, serons les oubliés complets de la planète. Eh ben, je le regrette en tant que Français, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est bien fait pour nous. Effectivement. Bon, en attendant, on a perdu déjà 25 milliards, nous, Français, pour 2026-2027. C'est ce que, j'allais dire, Xavier, ce que Thierry Mariani nous indiquait. De soutien à l'Union européenne, c'est 140 milliards, et la part française, 25 milliards, pour soutenir le budget uniquement de l'Ukraine 26-27. Xavier, tu voulais dire un mot? Oui, en fait, ce problème de financier a été déclenché par Trump, hein, puisque, comme l'a dit encore une fois Samantha Power, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire depuis qu'il a été investi en février dernier, eh bien, il a cessé tout transfert d'argent à Kiev. Oui, voilà. C'est vrai. Donc, je voulais quand même ajouter ça. Non, tu as raison, et il faut préciser depuis janvier, alors c'est pas février, c'est janvier, son investiture, c'est effectivement les dons qui sont faits par les États-Unis sont les dons qui étaient votés par l'administration Biden. Allez, on a perdu Xavier, donc on va rester en tête-à-tête. Mais d'ailleurs, je pense que d'une certaine façon, c'est fait exprès d'ailleurs, hein. Plus l'Amérique n'est pas très riche actuellement, et plus l'Europe crache au bassin, et plus l'Amérique est contente. Et non seulement ça lui évite à elle de dépenser plus d'argent, et ça lui permet de voir l'Europe s'appauvrir, ce qui est quand même le but, quoi. Ouais, et puis l'Amérique est dans une situation quand même économique et dans une crise économique importante. Il y a effectivement des difficultés pour les citoyens américains au quotidien. Le gallon n'a pas baissé, l'alimentation n'a pas baissé, tout ce qui est lié à l'habitation, notamment au crédit, etc. Tout ça n'a Et pas la baissé. santé. Voilà. La santé reste toujours ce qu'elle est comme éducation. Alors, dernier point, là j'aurais voulu l'avis du militaire, mais Xavier, bon, on va attendre qu'il revienne pour nous dire un petit au revoir. Dernier point sur la partie terrain, où est-ce qu'on en est, Olivier? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y a une avancée notable des Russes ces derniers jours?
Pour ce que je peux en juger, c'est clair et net. La totalité des régions dites séparatistes seront libérées dans les jours à venir, ou pire, les semaines à venir. Je préférerais que ce soit Xavier qui s'exprime là-dessus parce qu'il a une compétence Eh ben, ça tombe bien. avérée et aguerrie. Mais pour moi, c'est clair et net. Est-ce que ça suffit pour ramener la paix en Russie, en Ukraine et en Europe? Je ne suis pas encore certain de ça. Je préfère que Xavier s'exprime maintenant. Eh ben, ça tombe bien, Xavier. On parlait des avancées russes des derniers jours. Tu as notamment hier indiqué que l'un des bastions principaux ukrainiens était enfin tombé. Est-ce que tu peux nous faire un bref récapitulatif? Je rappelle pour tous ceux et toutes celles qui veulent toutes ces informations sur le terrain, sur l'avancement russe sur le front, eh bien, tout simplement de regarder Stratpol. Oui, en effet, il y a eu Seversk qui est tombé, Seversk qui a été libéré. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il faut bien se rendre compte que toute la ligne de défense qui avait été préparée par les Otano-Kieviens depuis 2014, puisque l'idée, c'était donc de lancer une opération d'épuration ethnique. Et dans le cas où les Russes interviennent pour empêcher cette épuration ethnique, eh bien, d'épuiser l'armée russe sur une ligne de fortification imprenable. C'était ça. Le problème, c'est qu'en 2022, les Russes ont attaqué pas du tout là où ils les attendaient. Donc, ont pu prendre Mariupol, ont pu prendre toute la côte de la mer d'Azov. Donc, ça n'a pas marché. Mais cela dit, ces bastions-là ont continué à exister. Et il y en avait plusieurs. Il y avait Bakhmut, il y avait Avdiivka, et tout cela sont tombés les uns après les autres. Et aujourd'hui, en fait, il en restait deux. C'était Seversk et le groupe Slaviansk-Kramatorsk. Or, Seversk était un point d'appui extrêmement important pour l'armée otano-kievienne, ce qui fait que d'ailleurs, même quand la Russie, à un moment, était juste au niveau de la rivière Donetsk et tenait Krasny Liman, que les Russes sont en train de reprendre, ils tenaient Izium, en fait, leur progression, après avoir pris en juillet 2022 Severodonetsk et Lysychansk, en fait, ils ont été bloqués là. Parce que déjà, ils n'étaient pas assez nombreux. Les Russes ont attaqué 1 contre 3, faut le rappeler. Et puis, encore une fois, il y avait ce bastion qui permettait de concentrer des forces et de les envoyer un peu partout. Et là, en fait, la prise de Seversk, c'est la prise de l'avant-dernier bastion. Et surtout, donc ça, je l'ai annoncé effectivement avant-hier soir. Et depuis, les rapports qui ont été donnés, c'est que les Russes ne s'arrêtent pas. Les Russes continuent plein ouest. Et donc maintenant, le prochain arrêt, c'est quasiment c'est Slaviansk. D'autant plus que les Russes avancent également au nord de la rivière Donetsk et sont en train de reprendre Krasny Liman. Donc là, on assiste à une accélération qui est tout à fait significative. Et puis, mais ça, bon, c'est déjà de l'histoire ancienne, prise de Pakrovsk et puis élimination du chaudron de Mirnograd. Aujourd'hui, le front bouge dans tous les sens. Et pour conclure sur la question militaire, il y a eu une réunion semi-publique, comme d'habitude, entre Vladimir Poutine et son état-major. Et le général Gerasimov a annoncé que les Russes allaient accélérer leurs opérations dans la zone de Kharkov et dans la zone de Soumy, plus à l'ouest, donc qui est au sud de la région de Koursk. Donc ça veut dire que les Russes ont des réserves, ont l'initiative partout, et qu'il y aura, c'est ça aussi quelque chose de très nouveau dans cette guerre, dans ces régions-là, c'est qu'en fait, depuis novembre 2023, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause liée aux pluies d'automne, il n'y a pas de pause liée à la Rasputitsa. On a appris à combattre sans arrêt. Et alors évidemment, c'est toujours plus pratique quand les routes sont sèches, mais là, on y arrive puisque normalement, le froid va réellement arriver dans les semaines qui viennent. Et à partir de là, ça permet de manœuvrer, les sols sont solides et ça permet de manœuvrer beaucoup plus efficacement. Eh ben, écoute, merci 1000 fois pour ce point précis. Je rappelle à toutes celles et tous ceux qui veulent rentrer plus en détail de ton bulletin Stratpol qui est sorti vendredi midi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est le vendredi midi vers 13h, plutôt vers 13h, heure de Moscou. Donc on est heure encore de dans Moscou, donc ça fait du 11h heure de Paris, 11h, voilà, 11h fin de midi, matinée. française, ouais. De quoi tu vas parler dans ce bulletin d'ailleurs? Bon, sur la question militaire, on va revenir évidemment sur Seversk, sur ce que je viens de dire. Et puis, on a abordé également les questions du vol des actifs russes, puisque autant j'étais persuadé il y a un peu plus d'un mois qu'ils allaient voler ça sans coup férir. Et finalement, quand on creuse le sujet, et surtout quand on voit la réaction des Belges, c'est beaucoup moins gagné d'avance. Et puis surtout, je me suis posé la question, mais
Parce que quand on écoute parler les journalistes français ou les Jean-Noël Barrot français, on va dire, on a l'impression que c'est une caisse remplie d'or qui est en Belgique et que les Belges veulent pas donner aux Ukrainiens. Mais c'est pas ça en fait. C'est juste une ligne, c'est une reconnaissance de dette en fait. Et ce qui veut dire que en admettant même que la Commission européenne tord le bras de la Belgique, comment est-ce qu'elle va, d'où elle va, il va falloir les mettre l'argent. Il va falloir le prêter. Donc, la Banque centrale européenne a dit qu'elle ne voulait pas s'en occuper. Donc, qui va émettre cet argent ? Je me pose des questions en fait toutes bêtes, mais le mécanisme, à mon avis, même si c'était décidé le 19 décembre, ça va prendre énormément de temps. Mais aujourd'hui, contrairement à il y a un mois et demi, je suis plus persuadé qu'il le fasse. Ça voudrait dire que le Japon a dit non pour la partie de dette qu'il détenait. On apprend parallèlement, et c'est par le Financial Times, qu'il y a 18 milliards dans les banques commerciales françaises, 10 milliards, un peu plus de 10 milliards dans les banques commerciales anglaises, et que la France et l'Angleterre ne veulent pas donner les informations sur cet argent. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, tu as bien sûr Van der Leyen, la Commission européenne, la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui veulent forcer la Belgique à voler l'argent sans pour autant prendre des responsabilités, parce que sinon, on a la liste, ça fait 51 milliards pour l'Allemagne, 34 milliards pour la France, 25 milliards pour l'Italie, hein, c'est Helmut, Nicolas et Giuseppe qui vont payer, et même la Pologne doit payer. Même la Pologne, ils paieront jamais, hein, ça les Polonais, c'est avec l'argent des autres. Donc en fait, je sais pas trop où ils en sont, mais c'est un sujet extrêmement important parce que s'ils trouvent pas de solution, alors la solution ultime, c'est finalement c'est Nicolas qui va payer ouvertement, c'est-à-dire que la France va émettre de la dette, soi-disant appuyée sur ses actifs russes, mais même ça, encore une fois, les Belges ont dit qu'ils porteraient plainte contre ceux qui feraient ça. Donc ça veut dire qu'in fine, ça devrait être le contribuable français qui va payer. Et je suis pas certain que Macron puisse faire un truc pareil, étant donné, comme le disait très bien Olivier, l'état des finances nationales. Et l'Allemagne, c'est pareil, et l'Angleterre, c'est pareil. Donc on arrive à un moment, moi je pense que la guerre s'arrêtera en 2026, mais s'ils ne trouvent pas de solution financière, ça peut même s'arrêter beaucoup plus tôt. Que par exemple deuxième moitié 2026, ça peut même s'arrêter au printemps. C'est pour ça qu'il y a des échéances de toute façon comptables pour l'Ukraine dès décembre, dès janvier, qu'il faudra, je ne sais pas comment, honorer. Normalement, il n'y a plus d'argent. En mars, il n'y a plus d'argent. Fin mars, il n'y a plus d'argent. Alors, dernier petit point pour finir ta semaine. Tu étais donc vendredi soir dans Ici Moscou, ton émission sur RT en français. De quoi vous avez parlé alors ? On a revenu sur la doctrine Trump plus en détail. La doctrine Trump, la stratégie de défense nationale. C'est essentiellement. Et puis également, on est revenu très en détail sur ce qui se passe en Ukraine. Et surtout, j'avais deux invités de compétition qui étaient Nicolas Mirkovic et Youssef Indy, donc qui ont chacun de leur côté produit un livre sur les États-Unis, l'Amérique Empire de Nicolas Mirkovic et les États-Unis contre l'Europe de Youssef Indy. Et d'ailleurs, au passage, je souligne que Sylvain de Ferreira vient aussi de sortir son chef-d'œuvre sur la question américaine, qui s'appelle le retrait la fin des États-Unis pour l'interrogation. Je ne me souviens plus exactement du titre. Donc, je veux dire, c'est un sujet qui, dans notre milieu, est abordé. Et puis, comme on a des gens qui savent écrire, eh bien, il y a toute une production intellectuelle autour de ce sujet fondamental et de cette nouvelle multipolarité, en fait. C'est aussi simple que ça. Olivier, toi de ton côté, comment s'est passée cette première émission ? Est-ce que tu reviendras déjà parmi nous ou est-ce que tu abandonnes ? Non, je suis très très honoré d'avoir été convié. Je trouve ça très intéressant. J'ai un tempérament un peu de militant en matière de relations franco-russes, et là, je trouve qu'il y a matière à s'exprimer dans un cadre qui est tout à fait intéressant, intellectuel, qui n'est pas agressif non plus, qui n'est pas vulgaire comme dans certaines émissions pro-russes, mais qui peuvent pas me convenir.
et ça me convient. Je suis invité actuellement assez régulièrement parce que, comme à chaque fois que vient de sortir notre numéro de la lettre d'Anne de Russie, et j'avoue que je trouve ici, il n'y a peut-être pas une autorité mondiale, quoique la vôtre soit en pleine croissance, mais il y a un ensemble que j'aime bien, et puis il y a des bons copains aussi que j'aime bien dans cette ambiance-là, dans cette équipe-là. Donc pour moi, le bien commun, qui est très important à mes yeux, est utilement servi. Donc si vous m'acceptez, si j'ai pas dit trop de bêtises, je serai très content de revenir. Et la prochaine fois, je serai plus loquace. Eh ben, avec grand plaisir. Tu es le bienvenu. Oui, tu l'as dit, cette émission, c'est une émission de copains. Comme nous dit toujours Fabrice, l'ami qui est en plein colloque, là, il est par bons et par veaux actuellement. C'est un espace de Gaulois réfractaires. Donc, encore une fois, eh bien, c'est le concept, messieurs, dames, de cette émission. On peut se couper, on peut rigoler, on a droit de dire des bêtises. C'est pas grave. C'est ça aussi que de parler politique et quand on est français. Olivier, dernier petit point, bien entendu, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés pour suivre ton actualité et l'actualité de ton institut. Je rappelle, l'Institut Anne de Russie, vous cherchez sur Google, vous avez toutes les informations. Il y a pas une newsletter, c'est pas une newsletter, c'est une lettre d'information qui sort, donc tu as dit 4 fois par mois. 4 fois par an. Elle fait 4 fois par an, alors qui est complète, elle fait combien de pages? Tu me l'as envoyé, je crois, c'est 85 pages ou quelque chose comme ça. 88 pages, et elle est en français et en russe. Voilà, donc en plus, ça vous fera travailler votre russe. À toutes et à tous, eh bien, bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, je regarde tout de suite. Je pense qu'on se retrouvera peut-être pas la semaine prochaine, on se retrouvera peut-être à la rentrée puisque ce sera Noël. Eh bien, donc, ce sera trêve des confiseurs. On fera comme, notamment Sylvain Ferrara, que tu citais, l'excellent Sylvain Ferrara. On va faire une grande coupure pendant les fêtes de fin d'année. Donc, à moins qu'il y ait une bombe nucléaire qui dévaste la planète, et si on a encore de Wi-Fi à ce moment-là, eh bien, on se connectera pour commenter qui est le méchant qui a fait ça. Mais si c'est pas le cas, si on est dans un monde qui ne change pas excessivement, eh bien, on partira en vacances en famille, toutes et tous. Bonne fin d'année. Merci bien. Joyeux Noël à tous. Au revoir.